Donc ici, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 1, qui va traiter des outils mathématiques. Ces outils mathématiques vont nous servir dans notre étude de la thermodynamique 1. Alors, le plan de ce chapitre est divisé en 5 parties. Dans la première, on va faire une introduction. Dans la seconde, on va parler des fonctions. Et dans la troisième, des dérivés partiels. Et dans la quatrième, les différentiels totales, et notamment les différentiels totales exacts. Et cinquièmement et dernièrement, on va parler des fonctions implicites et explicites. Donc, comme le chapitre indique par lui-même, c'est très important, ces outils mathématiques, parce que, durant ce cours, on va utiliser des variables, notamment les variables d'état comme la pression, la température et le volume, et des fonctions. Certaines fonctions ne sont pas des fonctions d'état, comme le travail et la chaleur. Donc leurs différentiels ne vont pas être total, exact. Par contre, d'autres, comme l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie, sont des fonctions d'état. Leurs différentiels sont total et exact. Et après, on va voir les fonctions implicites et explicites. Alors, on va commencer par l'introduction. Donc, on va parler de la description d'un système physique, puisque dans ce cours-là, on va toujours étudier un système bien limité dans l'espace qui peut être ouvert ou fermé. Ça veut dire peut changer la matière ou ne pas échanger la matière, comme il peut être isolé ou non. Ça veut dire échanger de l'énergie ou non. Alors, ces systèmes-là qu'on va étudier vont être toujours décrits par l'état et l'évolution du système après avoir apporté des modifications aux conditions auxquelles il a été soumis en utilisant un certain nombre de grandeurs. Ces grandeurs-là servent à caractériser le système à chaque état. Donc, le système va se trouver dans un état au départ,
et en lui imposant des modifications des conditions, il va évoluer vers un autre état. Et chaque état est caractérisé par des grandeurs ou des paramètres qu'on va voir sont des variables d'état. Donc en thermodynamique, pour un gaz par exemple, on peut utiliser les grandeurs comme la température, la pression, le volume et le nombre de moles. Et aussi les énergies cinétiques des molécules qui composent le système pour décrire le système. L'étude d'un système thermodynamique revient donc à étudier la variation de chacune de ces grandeurs en fixant les autres. Donc certaines grandeurs variées pendant que d'autres sont fixées pour voir la dépendance qu'il y a entre les grandeurs variables et les grandeurs fixes. La connaissance des deux grandeurs parfois suffit pour déterminer les autres restantes. Par exemple, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes bivariants. Ça veut dire qu'on n'a besoin que de deux grandeurs pour les caractériser. Par exemple, le gaz parfait ou le gaz idéal. C'est un système bivariant. Donc on peut utiliser uniquement la pression et la température, ou bien la pression et le volume, ou bien le volume et la température pour caractériser le gaz parfait. Donc, ces variables-là d'état vont être recombinées entre eux pour donner ce qu'on appelle des fonctions, qui peuvent être des fonctions d'état ou pas des fonctions d'état. Donc c'est pour ça qu'on doit étudier les fonctions. Donc dans le 1-2, les fonctions, on va traiter des fonctions réelles à variables réelles. Alors soit une application f telle que elle est définie dans un domaine D inclus dans R n, donc R d'ordre n, et nous donne la fonction dans l'ensemble R des réels. Vous voyez ici, on a plusieurs variables. Le nombre de variables va de 1 jusqu'à petit n. Donc ceci constitue ce qu'on appelle le système de coordonnées, ou de variables indépendantes. Les variables sont indépendantes si on ne peut pas exprimer une en fonction des autres. Ça veut dire s'il n'y a pas de relation entre elles. Lors de l'expérimentation, par exemple, on fixe un paramètre
indépendants et on mesure les autres variables dépendantes. Bon, un exemple de ces variables, c'est des fonctions à une seule variable. Donc l'ensemble D inclus dans R d'ordre 1, ça veut dire à une variable X, on fait correspondre dans l'ensemble R une fonction f de X. Alors, quelques exemples de ces fonctions, comme f de X égale à X, où f de X est égal à 3x au carré plus 1, où f de X est égal à X plus 5, où f de X égale à sinus de X. À part ces relations qu'on vient de voir en fonction de X, il y en a d'autres dans lesquelles on peut utiliser comme variable le rayon d'une sphère. Alors, dans ce cas-là, on peut penser à la fonction surface d'une sphère, SR, qui est égale à 4pi R2. Donc c'est aussi une fonction à une seule variable, qui est la variable R, et R c'est le rayon de la sphère, ou bien le volume de la sphère. Donc VR est égal à 4pi R au cube sur 3. Donc le volume est une fonction de la variable R qui est le rayon de la sphère. Donc ceci constitue des exemples des fonctions à une seule variable. Donc comme précédemment, on avait vu une fonction à une variable. Ici, dans I de 2, on va voir une fonction à deux variables. Donc, à cette application, on va associer une seule et unique fonction f de xy pour tout couple xy appartenant au domaine D. Donc le domaine D est inclus dans R d'ordre 2 et avec la fonction f ou l'application f, ça va nous donner f de xy qui appartient à l'ensemble R des réels. Un premier exemple un peu abstrait, c'est f de xy égale à x carré plus y carré. Donc à chaque couple xy, on fait associer une fonction f de xy égale à x carré plus y carré. D'autres exemples sont plus concrets, comme la puissance électrique, P, qui est une fonction de la tension du courant I et de l'intensité du courant I. Et le produit entre U et I nous donne la puissance. Dans le cas de la surface d'un rectangle, on fait associer à la fonction xy le produit xy. X
est la longueur et y est la largeur. Dans le cas du volume d'un cylindre, la fonction volume, c'est une fonction de R et H. De R et de H est égal à pi R2 fois H. R est le rayon du cercle de la base du cylindre et H est sa hauteur. Si on veut tracer graphiquement ces fonctions, la fonction à une seule variable, f de x, ou bien la fonction à deux variables, f de xy, le graphe de la fonction f de x va toujours être une courbe dans un plan. Ici, le plan OXY. Et chaque point de la courbe peut être repéré par deux variables x, y spécifiques. Par contre, dans le cas de la fonction à deux variables, la fonction xy, la forme du graphique est une surface dans l'espace muni de repères orthonormés au x, y, z. Et à chaque couple x, y du plan OXY, on fait associer une fonction f de x, y est égal à z. Et l'ensemble des points M de cette surface-là est la surface représentative de f. Donc, l'ensemble de ces points M de x, y, z vont former la surface qui représente la fonction f ou la forme graphique de la fonction f. Donc, dans le cas d'une fonction à deux variables, on avait vu que on peut dire que z est égal à f de x, y. Donc, il existe une relation unique entre x, y et z qui peuvent à la fois être des variables ou des fonctions, comme on va voir ici-bas. Donc, z égale à f de x, y, c'est équivalent à une fonction g en fonction de x, y, z est égal à 0. Alors, en thermodynamique, ce genre de fonctions qui mettent en relation les variables d'état, on les appelle les équations d'état, comme l'équation d'état du gaz parfait ou l'équation d'état de Van der Waals pour un gaz réel. Et à partir de cette équation, on peut
expliciter x, y ou z en fonction des deux autres variables restantes. Donc, comme on avait dit, on peut dire z est égal à une fonction de x, y, ou bien x comme une fonction de y et z, et de prendre y comme une fonction de x et z. Donc on va voir dans cet exemple de gaz de Van der Waals comment on va mettre ça en application. On a une fonction entre les trois variables d'état, la pression, le volume et T qu'on appelle F. Cette fonction est égale à l'expression suivante. P plus n carré petit a sur v carré entre parenthèses, qui multiplie v moins n fois petit b entre parenthèses, moins petit n r fois t égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz de Van der Waals. Alors, on va voir si on peut exprimer la pression en fonction du volume et de la température, et la température en fonction de la pression et du volume, et si on peut aussi exprimer le volume en fonction de la pression et la température. Donc, à partir de l'équation d'état, on voit que on peut exprimer la pression facilement en fonction du volume et de la température. Et ça nous donne nRT sur V moins NB moins N carré petit a sur V carré pour P, alors que pour T en fonction de la pression et du volume, ça nous donne entre parenthèses P plus N carré petit a sur V carré que multiplie V moins NB sur NR. Par contre, on voit très bien que exprimer le volume en fonction de la pression et de la température est un peu compliqué parce que il nous faut résoudre l'équation PV puissance 4 moins NB PV au cube plus N carré AV au carré moins N au cube AB V et moins NRT égale à 0. Donc, c'est une équation en V d'ordre 4 qu'on ne sait pas résoudre analytiquement. Donc, ça veut dire que c'est difficile d'exprimer le volume explicitement en fonction de la pression et de la température d'une manière analytique. Ça veut dire lui donner une équation facile. Par contre, la dépendance existe entre la pression, la température et le volume, mais implicitement, c'est-à-dire pas explicitement. Par contre,
pour ce gaz de Van der Waals, si la pression devient faible, tend vers 0, ou bien on dit que la pression est évanouissante. Dans ce cas, le volume va être élevé parce que le gaz va essayer d'occuper plus de volume, puisqu'il n'est presque pas soumis à une pression. Donc le volume, on dit, tend vers l'infini. Donc si on prend l'équation de Van der Waals de tout à l'heure, et on applique P tend vers 0 et V tend vers l'infini, cette équation va se réduire à PV moins nRT égale à 0. Et ça, c'est l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale nRT, ou bien PV moins nRT égale à 0. C'est l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, on va voir, est-ce que dans ce cas-là, c'est possible d'exprimer le volume en fonction de la température et de la pression. Tout à l'heure, on avait exprimé la pression et la température pour le gaz de Van der Waals facilement, mais on n'a pas pu exprimer le volume. Dans ce cas-là, on va voir si on peut exprimer aussi le volume. Donc, la pression en fonction du volume et de la température devient nRT sur V. Et la température en fonction de la pression et du volume, ça devient PV sur nR. Et le volume en fonction de la pression et de la température, ça devient facilement nRT sur P. Donc on voit qu'on peut exprimer les trois variables en fonction des deux autres restantes, dans le cas du gaz parfait. C'est pour ça que le gaz parfait est un système bivariant. Ça veut dire deux variables sont suffisantes pour le décrire ou pour l'étudier. Donc, il faut choisir seulement deux variables entre la pression, le volume et la température. Donc, ça peut être VT ou bien les variables pression et volume, ou bien les variables pression et température. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la fonction à une variable, la fonction à deux variables. Ici, dans I23, on va voir les fonctions à trois variables. Donc, une fonction à trois variables x, y, z est une application de la partie D inclus ou de R3, de R d'ordre 3, dans l'ensemble des nombres réels R tels que à chaque trinôme x, y, z de D
inclus dans R d'ordre 3, on va faire associer une fonction f de ces trois variables x, y, z. Un exemple de fx, y, z, c'est f de x, y, z égale à x carré, y plus 3, xz plus 5z. Ou bien w en fonction de r, i et t. Et c'est égal à r, i carré, t. Alors w, ça représente l'énergie dissipée par effet Joule dans une résistance R parcourue par un courant d'intensité I pendant une durée petit t. Donc c'est l'énergie dissipée par effet Joule. C'est pour ça que les résistances, lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique, ils s'échauffent. Remarque, dans le cas où les variables sont dépendantes, ça veut dire qu'il y a des relations entre elles. Ça veut dire qu'il y a une ou bien plusieurs relations entre elles. Le nombre de variables de la fonction va être réduit. Par exemple, dans le même cas de la fonction précédente, x, dans le même cas dans cette fonction-là, par exemple, la fonction x, y, z égale à x carré plus 3y plus xz. S'il y a une relation entre y et x sous la forme 3x, il y a une relation entre z et x sous la forme de 2x, la fonction f va devenir une fonction uniquement de la variable x, va devenir une fonction à une seule variable. Comme on voit ici, f est égal à 3x facteur de x plus 3. Donc, x, c'est la seule variable indépendante. Les autres, y et z, sont toutes les deux dépendantes de x. Donc on a terminé avec les fonctions. Maintenant, on va voir leurs dérivées. Alors pour commencer, on va voir leurs dérivées partielles. Et on va commencer par la dérivée d'ordre 1 d'une fonction à une seule variable, comme vous l'avez déjà vu et étudié au baccalauréat. Alors soit x0 appartenant à D, D c'est un ensemble ouvert de R2, on dit que la fonction f est dérivable au voisinage d'un point x0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, c'est égal à la dérivée ou à la valeur de la dérivée de la fonction f en x0. Ou bien
à la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x pour x égale à x0. Ça, c'est la notation que vous avez vue au baccalauréat. Maintenant, il faut commencer à se familiariser avec les notations nouvelles. Par exemple, ici, la dérivée de f par rapport à x au voisinage de x égale 0, on va l'appeler la dérivée partielle de f par rapport à x au voisinage de x égale à 0. Ça veut dire ici le d rang f sur d rang x. Donc c'est le d, mais c'est un d qui a une forme ronde. Donc d rang f sur d rang x. Et comme ici la fonction id a une seule variable, donc la dérivée partielle va se confondre avec la différentielle de la fonction. La différentielle de la fonction f, c'est petit d f. Donc petit df divisé par petit dx au voisinage de x égale à x0, c'est égal à la dérivée de la fonction f par rapport à x au voisinage de x égale à 0. Alors ça, c'est la définition. Maintenant, on va voir quelques exemples. On va commencer par l'exemple numéro 1. On prend la fonction f de x égale à x carré. Comme vous devez le savoir, donc c'est la fonction parabole qui passe par l'origine. Sa dérivée par rapport à x égale à 2x. Donc on va voir que lorsque x se rapproche de x0, ici x0 est égal à 1, f' de x0, c'est égal à f' de 1, c'est égal à 2. Donc, la dérivée ou la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, c'est égal toujours donc c'est égal lorsque x tend vers x0, ici c'est 1, c'est égal à 2. Puisque x carré moins x0 carré sur x moins x sur x moins x0, ça va nous donner x plus x0. Et lorsque x est égal à x0, donc x plus x0, ça devient 2x0. Et si en plus x0 est égal à 1, donc ça va nous donner 2. Dans l'exemple 2, f de x est égal au logarithme népérien de x. Cette fonction est définie uniquement pour les x positives ou nulles. Donc,
l'ensemble des x appartient à l'ensemble ouvert 0 plus l'infini. La dérivée de f'x est égale à d rang f sur d rang x, ou bien à df sur dx, c'est égal à 1 sur x. Alors, f' de x0, ici x0, on le prend égal à 1. Donc, d rang f sur d rang x pour x égale à 1, c'est égal à df sur d de x lorsque x est égal à 1, et ça nous donne 1. Dans I3.2, dérivée d'ordre 2 d'une fonction à une seule variable. Si f est continu et dérivable, il a aussi des dérivées secondes qui peuvent être notées comme vous l'avez fait en terminale avec f de trait aux 2' de x. Ou bien c'est d rang de f' de x sur d rang x. Ou bien c'est d petit f' de x sur dx. C'est aussi égal à d petit de d petit de f sur d petit de x sur d petit de x. Finalement, c'est égal à d2 de f sur dx carré. Donc voilà les différentes notations que vous pouvez trouver lorsque vous allez chercher les dérivées d'ordre 2 ou les dérivées de second ordre ou les dérivées secondes. On enchaîne avec un premier exemple, c'est la fonction du logarithme népérien de x. F de x est égal à in x, quel que soit x, appartenant à l'ensemble ouvert défini entre 0 et plus l'infini. On sait tous que le logarithme n'est pas défini pour x égale à 0. Donc, cherchons la dérivée première de la fonction f, f' de x est égal à df sur dx, et c'est égal à 1 sur x pour le logarithme népérien. La dérivée seconde de x égale à 2 est égal à d2 f sur dx carré est égal à la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. Ça veut dire la dérivée première qu'on avait trouvée est égale à 1 sur x. Quand on va dériver une deuxième fois par rapport à x, et ça va nous donner moins 1 sur x carré. L'exemple 2, c'est f de x est égal à x au cube plus a, où a est une constante arbitraire
sa dérivée première, f' de x est égal à 3x carré, et sa dérivée seconde, f de prime de x est égal à 6x. Un troisième exemple, c'est la fonction f de x est égal au logarithme népérien de x carré plus b, où b est une constante arbitraire. Sa dérivée première, ou bien f' de x est égal à 2 sur x. Et la dérivée seconde, f de prime de x est égal à moins 2 sur x carré. Alors ces trois fonctions sont continues et dérivables jusqu'à l'ordre 2. Dans I3.3, on va aborder les dérivées d'ordre n d'une fonction à une seule variable. Si f est infiniment dérivable, alors on dit que f est de classe infinie. Dans ce cas, f admet toutes les dérivées supérieures une parenthèse. Pour une fonction qui est deux fois dérivable, ça veut dire elle est dérivable jusqu'à l'ordre 2, donc on dit qu'il est de classe C2. Une fonction qui est une fois dérivable, on dit que c'est une fonction de classe 1. Une fonction qui n'est pas du tout dérivable, on dit qu'il est de classe 0. Alors, comment on va écrire la dérivée d'ordre n? Donc, on ne peut pas continuer à l'écrire sous forme de prime. Ça va être un dessin infini. Donc, on va utiliser la notation petit n. F de n de x, c'est d rang n fois de f de x par rapport à d rang x n. Notez bien que petit n est l'exposant de d rang en numérateur, il est l'exposant de x au dénominateur. Et comme il s'agit d'une fonction à une seule variable, donc on peut interchanger les d rangs avec les d minuscules. Donc c'est aussi égal à petit d n f de x sur petit d x n. Ceci dit aussi que la dérivée d'ordre n de x, c'est avant tout la dérivée d'ordre 1, ça veut dire f',
par rapport à x, n-1 fois. D'où la notation d rang n-1 f' de x sur d rang n x n-1. Ou bien d petit n-1 f' de x sur d petit x n-1. Ou bien aussi, on peut dire que la dérivée énième de f de x, c'est la dérivée par rapport à x de la n-1 énième dérivée de f par rapport à x. Donc, par notation, c'est petit d sur petit d de x de petit d n-1 f de x sur petit d x n-1. Ou bien, c'est petit d sur petit d de x, d petit d n-1 de f de x sur petit d x n-1 sont les parenthèses. Un exemple, ou quelques exemples, f de x est égal à x puissance m plus b, où b est une constante arbitraire. Cette fonction est continue et dérivable. Alors, dans 1, donc on peut calculer sa première dérivée ou sa dérivée première. f' de x est égal à petit m que multiplie x à la puissance m-1. f' de x est aussi continu et dérivable. Donc, on peut calculer la dérivée seconde f de prime de x. C'est m fois m-1 fois x à la puissance petit m moins 2. Cette fonction de dérivée seconde est aussi continue dérivable. On peut continuer à la dériver, donc on calcule la dérivée d'ordre 3. Ça veut dire f3' de x est égal à m facteur de m-1 facteur de m-2 x à la puissance petit m moins 3. Et ainsi de suite. On va continuer à dériver cette fonction jusqu'à l'ordre n. Et on va arriver à m, à la dérivée énième de f qui est égale à m facteur de m moins 1 facteur de m moins 2 facteur jusqu'à arriver à 3 fois 2. Et ça, c'est le m factoriel. Alors ici, en I3,4, on va parler des dérivées partielles d'une fonction f à deux variables et que nous allons essayer d'étendre à d'autres fonctions qui sont à plusieurs variables, puisque le raisonnement est identique.
Alors, dans le cas où la fonction f est à plusieurs variables, ça veut dire 2 ou plus de variables, on définit la dérivée partielle par rapport à une des variables en gardant ou en maintenant les autres variables fixes ou constantes. Exemple, la fonction f a deux variables, x, y. La dérivée partielle de f par rapport à x va se faire en gardant y constante ou en supposant y constante ou bien en maintenant y constante. Donc, en appliquant la définition, le déron f sur déron x, c'est la dérivée première de f par rapport à x, en supposant que y est égal à un hypothétique y0 qui est constant. Donc la définition devient à chercher la limite de la fonction f au voisinage de x0. Donc, en appliquant la définition, c'est égal à la limite de x, à la limite de f de x, y0 moins f de x0, y0 sur x moins x0 lorsqu'x tend vers x0. Et c'est égal aussi donc à déron f sur déron x. Une fois qu'on a compris le principe, c'est plus la peine de mettre y égale y0 en subindex. On peut même enlever la parenthèse, ça devient tout court déron f sur déron x. Et ça, c'est égal à la dérivée première de f par rapport à x. De la même façon, on va calculer la dérivée partielle. Donc c'est bien partielle, c'est pas total. La dérivée partielle de f par rapport à y en gardant x constante. Donc c'est égal à déron f sur déron x lorsque x est égal à un x0 constant. Et c'est égal à la limite de f de x0 y moins f de x0 y0 sur y moins y0 lorsque y se rapproche de y0. Et c'est égal, entre parenthèses, à déron f sur déron y sans le subindice. Et c'est égal à déron f sur déron y. Et ceci, c'est bien la dérivée première de la fonction f à deux variables par rapport à y. On va prendre ici un exemple qui va nous faciliter la compréhension de ces deux dérivées partielles dans le cas d'une fonction à deux variables x, y, comme c'est le cas de cette fonction f qui est égale à 2x3 ou bien 2x au cube plus 3xy plus y carré. Donc lorsqu'on va chercher la dérivée de f par rapport à x,
en ignorant y, ça veut dire en maintenant y constant. Donc, c est égal à d rang f sur d rang x, et c'est égal à 6x carré plus 3y, parce que y, on la considère comme une constante, c'est pour ça que y carré, sa dérivée par rapport à x est nulle. De la même manière, la dérivée seconde de cette fonction par rapport à y, lorsqu'on maintient x constant, c'est égal à d rang f sur d rang y, et c'est égal à 3x, puisque le 2x au cube, sa dérivée par rapport à y, c'est 0. Donc, il ne reste que la dérivée du deuxième et du troisième terme de la fonction. Donc, c'est égal à 3x et plus 2y. Maintenant, si on cherche des dérivées partielles d'ordre supérieur à la dérivée seconde ou à la dérivée d'ordre 1, ça veut dire, cherchons les dérivées d'ordre seconde, d'ordre 3, d'ordre n, par rapport à ces deux variables, x, y. Donc, il s'agit toujours de la fonction à deux variables y, mais qu'on suppose qu'il est dérivable une fois. Donc, la seule différence ici, avec le cas d'une fonction f à une seule variable, c'est on ne peut pas confondre les dérons utilisés pour les dérivées partielles avec les petits d minuscules qu'on utilise pour les dérivées totales. Donc, d rang 2 de f par rapport à d rang x carré, c'est la dérivée seconde de f. Donc, on peut la calculer en deux étapes. Calculer premièrement la dérivée première, d rang f sur d rang x, et dériver cette dérivée première par rapport à x, d rang sur d rang x. Ainsi de suite pour la dérivée d'ordre 3, d rang 3 de f sur d rang x3. Donc, on peut calculer la dérivée seconde de f par rapport à x, et ensuite la dérivée par rapport à x. Et la dérivée énième, la dérivée partielle d'ordre n de f, d rang n de f sur d rang x de n, ça peut être égal à la dérivée par rapport à x de la dérivée de n moins 1 de f par rapport à x, ça veut dire de d rang n moins 1 f sur d rang x n moins 1. Ce qu'il dit ici pour les dérivées par rapport à la variable x de la fonction f est aussi vrai pour la dérivée de cette même fonction par rapport à la variable y. C'est la même notation, sauf à la place de x, on va écrire y,
C'est ce qu'on voit dans la dernière ligne de cette diapositive. Dans cette diapositive, dans la rubrique I3.6, dérivée partielle mixte au croisé, jusqu'à maintenant, on avait parlé des dérivés par rapport à x ou par rapport à y. On avait calculé les dérivées premières et les dérivées secondes. Et on est allé jusqu'à les dérivées d'ordre n. Ici, dans les dérivées partielles mixtes, on parle des dérivées croisées. Ça veut dire que la fonction f, on la dérive par rapport à une variable, et après on dérive sa dérivée par rapport à une autre variable. Exemple, dans le cas d'une fonction de variable xy, donc la dérivée partielle croisée par rapport à xy, c'est d rond 2 de f sur d rond x, d rond y. Tantôt on garde x constante lorsqu'on dérive par rapport à y, et on garde y constant lorsqu'on dérive par rapport à x. Ça devient, par exemple, de dériver ici en premier la fonction f par rapport à x en maintenant x constant. Ensuite, de dériver cette dérivée par rapport à y par rapport à x en maintenant y constant. Donc, ce qui implique que d rond 2 de f sur d rond x, d rond y, c'est la même chose que d rond de d rond f sur d rond y sur d rond x. Pareil, si on dérive en premier par rapport à x. Donc, on doit écrire d rond 2 de f sur d rond y sur d fois d rond x. Mais ça, c'est égal à d rond de f sur d rond de x qu'on va dériver par rapport à y, c'est d rond du d rond f sur d rond x sur d rond y. La même chose lorsqu'on dérive la fonction f par rapport à x, on maintient y constant, et lorsqu'on dérive sa dérivée par rapport à y, on maintient x constant. De la même façon que dans la première ligne, dans cette deuxième ligne, dans la dérivée croisée d rond de f sur d rond y, d rond x est égal à d rond du d rond f sur d rond x sur d rond y. Ça, c'est ce qu'on appelle les dérivées croisées ou dérivées mixtes, parce qu'on dérive à des variables différentes. Ici, sont x et y. Dans I3.7, on aborde le théorème de Schwartz qui concerne les dérivées. Alors, ce théorème dit, soit f une fonction de n variables, définie sur un ensemble ouvert
D inclus dans R n, si les dérivées partielles à l'ordre P existent et sont contenues en un point X appartenant D, alors la dérivation mixte à l'ordre P ne dépend pas de l'ordre dans lequel se fait la dérivation par rapport au P variable. Ce qu'on a dit dans ce théorème, on peut le schématiser dans la phrase suivante. Si f a deux variables et de classe 2, ça veut dire qu'elle est dérivable jusqu'à l'ordre 2. Dans ce cas-là, les dérivées croisées par rapport à x, y ne dépendent pas de l'ordre de la variable par rapport, on va dériver en premier. Donc ça veut dire la dérivée de f par rapport à y et ensuite la dérivée de la dérivée de par rapport à y par rapport à x, c'est la même chose que la dérivée de f tout d'abord par rapport à x et la dérivée de cette dérivée par rapport à x de f par rapport à y donneront le même résultat. Donc ça veut dire que les dérivées mixtes ou les dérivées croisées sont égales. On prend un exemple ici d'une fonction à deux variables, f de xy égale à 2x au cube plus 3xy plus y carré. On va la dériver premièrement par rapport à y, ça nous donne 3x plus 2y, et ensuite le résultat trouvé, on va le dériver par rapport à x, et ça nous donne 3. Maintenant, on inverse l'ordre de la dérivation. Au lieu de dériver en premier par rapport à y, on va dériver cette fonction en premier par rapport à x. Et ça va nous donner 6x carré plus 3y. Et le résultat trouvé, on va le dériver par rapport à y. Et ça nous donne 3. Donc on vient de montrer bien que ces deux dérivées croisées sont du même résultat. Donc l'ordre de la dérivation n'est pas important dans ce cas-là. On prend un autre exemple, f de x, y, z, une fonction à trois variables qui est égale à y exponentielle de x carré plus x fois z, admet trois dérivées partielles. Première, et six dérivées partielles secondes. Donc, premièrement, on dérive f par rapport à x, ça nous donne 2xy ex carré. La dérivée de f par rapport à y est égale à ex carré. La dérivée de f par rapport à z, c'est égal à x. Ensuite, on calcule les dérivées d'ordre 2. D rang 2 de f sur d rang x carré, ça nous donne 4x carré y ex carré plus 2y ex carré. Alors, continuons. Je vais dériver la fonction f deux fois par rapport à y.
Et comme la fonction f lorsqu'on la dérive par rapport à y est fonction uniquement de x, sa dérivée par rapport à y, c'est égal à 0. Et la dérivée seconde de f par rapport à z, donc ça revient à dériver en premier la fonction f par rapport à z, ça donne x, et la dérivée de x par rapport à z, c'est égal à 0. De la même manière, on va calculer la dérivée d'ordre 3 de f par rapport à x, et ça nous donne 12xy(ex) carré plus 8x au cube y(ex) carré. Par contre, les dérivées d'ordre 3 par rapport à y et z sont nulles. Maintenant, on va s'intéresser aux dérivées mixtes ou bien aux dérivées croisées de f. En premier lieu, on s'intéresse à la dérivée ou bien aux dérivées croisées de f par rapport à xy. En premier lieu, on la dérive par rapport à y et on la dérive par rapport à x. En deuxième lieu, on dérive f par rapport à x. Ensuite, au résultat à trouver, on dérive par rapport à y. Et d'après le théorème de Schwartz, ces deux dérivées sont égales et c'est égal à 2x ex au carré. De la même manière, la dérivée seconde de la fonction f par rapport à xz ne dépend pas de l'ordre de dérivation. De dériver par rapport à z en premier, ensuite par rapport à x, ou bien par rapport à x en premier, ensuite par rapport à z, et le résultat est le même et on trouve CA. De la même façon, pour la troisième dérivée seconde croisée, par rapport aux deux variables z et y, et on trouve dans les deux cas, c'est égal à 0. Par contre, les dérivées d'ordre 3, ça veut dire aux trois variables x, y, z, ne dépendent pas de l'ordre de la dérivation parce que la fonction f de trois variables, elle est de classe 3. Et on trouve dans les trois cas, c'est égal à 0. Donc ici, on vient de montrer le théorème de Schwartz pour une fonction f à trois variables, x, y, z. Donc ici, on I3.8, pour terminer avec les dérivées, on va conclure avec les dérivées composées ou bien les dérivées des fonctions composées. Ça veut dire lorsque
une fonction renferme en elle-même une autre fonction. Soit, par exemple, g de x est une fonction composée à une seule variable. Donc, g de x est une fonction composée à une seule variable, ici la variable x, telle que g de x est égal à une fonction que elle est fonction d'une fonction u, que elle est une fonction de x. La dérivée première de g par rapport à x dans ce cas-là s'écrit petit d, puisqu'il s'agit d'une fonction à une seule variable. Donc petit d de g sur d de x est égal à petit d de f sur d de u, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à u. U, ça devient la variable de la fonction f, que multiplie la dérivée de u par rapport à x, d de u sur d de x. Donc, u est une fonction de x. On va donner un exemple ici d'une fonction g telle que la fonction g de x est égale à sinus au cube de x. Donc g de x peut s'écrire sous forme de f de u de x. Ici, la fonction u de x est sinus x. Et la fonction f de u, c'est u au cube. Si je dérive directement la fonction g par rapport à x, c'est d de g sur d de x, ça me donne 3 sinus x au carré cosinus x. Ensuite, je dérive la fonction f par rapport à u. Donc ça me donne 3u carré. Et les fonctions u par rapport à x, ça me donne cosinus x. Donc le produit de ces deux dernières dérivées, d de f sur d de u et d de u sur d de x, ça va me donner 3u cosinus x. Or, u, c'est 3u au carré cosinus de x. Or, u, c'est sinus de x. Donc, finalement, je retrouve le même résultat, 3 sinus carré de x cosinus x. Donc, l'égalité est bien montrée par cet contre-exemple. Maintenant, si la fonction composée g elle est à deux variables, x, y, et la fonction f est une fonction de trois fonctions u, v et w qui dépendent elles-mêmes de x, y. Ça veut dire g de x, y est égal à f de u, x, y, virgule v, x, y, virgule w, x, y. Les dérivées par rapport à x, y sont d rond g sur d rond x. Donc, c'est égal à d rond f sur d rond u fois d rond u sur d rond x plus d rond f sur d rond v fois d rond v sur d rond x
et d rang f plus d rang f sur d rang w fois d rang w sur d rang x. De même, pour la dérivée partielle par rapport à y de g, d rang g sur d rang y est égal à d rang f sur d rang u fois d rang u sur d rang y plus d rang f sur d rang v fois d rang v sur d rang y plus d rang f sur d rang w fois d rang w sur d rang y. On peut étendre ces dérivées à une fonction composée g de trois variables, x, y, z. Et la fonction f est toujours fonction de trois fonctions u, v et w qui dépendent à leur tour des trois variables x, y, z, telle que la fonction g de x, y, z c'est égal à f de u de x, y, z, virgule v, x, y, z, virgule w, x, y, z. Donc ici, les deux premières dérivées par rapport à x et par rapport à y sont les mêmes que dans le cas de g à deux variables. Et on rajoute ici un troisième terme qui est la dérivée partielle de g par rapport à z. Et si ça suit la même règle, c'est égal à d rang f sur d rang u fois d rang u sur d rang z, plus d rang f sur d rang v fois d rang v sur d rang z, plus d rang f sur d rang w fois d rang w sur d rang z. Voilà, donc on vient de terminer avec la dérivée ou les dérivées partielles des fonctions à une, à deux ou trois variables ou plusieurs variables. Maintenant, on commence un autre paragraphe, le quatrième, c'est le I4, durant lequel on va parler des différentiels, et notamment des différentiels totales exacts. Donc, premièrement, en I4.1, différentiel d'une fonction à une seule variable, f de x. Alors, soit la fonction f de x en fonction à une seule variable, c'est une fonction à une seule variable. On va modifier un petit peu la définition de la dérivée qu'on avait adoptée au tout début du paragraphe I3. Donc ici, la différence x moins x0, ça devient dx, ce qu'on appelle un petit accroissement entre x et x0. Donc, la dérivée de la fonction f par rapport à x, ça devient à calculer la limite de f de x plus quelque chose, ça veut dire plus dx, moins f de x sur dx quand dx tend vers 0, ça veut dire
lorsque cet accroissement devient si petite, proche de 0. Ça, c'est la définition la plus exacte de la dérivée. Et ça, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x, et qu'on peut écrire aussi sous forme de petit d de f sur petit d de x. Quand x varie de x, quand x varie de dx, ça veut dire on passe de x à x plus dx. La fonction f, elle, varie de df. Ça veut dire on va passer de f à f plus df. Et d'après donc la définition de la dérivée au début de ce paragraphe, on va tirer df, c'est égal à la différence entre la fonction f en x plus dx moins la fonction f en x. Et ça, c'est égal à la dérivée de f par rapport à x fois dx. Ça veut dire d de f sur dx, dx. Et d de f, c'est ce qu'on appelle la différentielle de la fonction f, qui est la variation de f quand x varie de dx. Donc la différentielle de f n'est autre que la variation de la fonction f quand x varie de dx. On donne un exemple ici. On prend la fonction dérivable f de x égale x carré. La dérivée f' de x, c'est 2x. Et f de x plus dx, donc c'est x plus dx au carré. On développe cette identité, ça nous donne x carré plus 2x dx plus dx carré. Donc autrement dit que f de x plus dx, c'est f de x plus f' de x dx plus d de x carré. Donc je calcule la différence f de x plus dx moins f de x. C'est égal à f' de x dx plus dx carré. Donc pour que cette différentielle soit égale à f' de x, il faut faire tendre dx vers 0. Donc lorsque dx s'approche de 0, le premier terme qui tend vers 0, qui devient 0, c'est dx carré. Ça se rapproche 2 fois plus vite de 0 que de dx. Donc je viens de trouver f de x plus dx moins f de x est égal à la différentielle de f. La
dérivée de f par rapport à x dx, ou bien f' de x dx était égal à 2x dx. Donc, ce qu'on vient de voir pour l'exemple f de x est égal à x carré, on sait très bien que cette fonction est la fonction parabole qui passe par l'origine. Donc on l'a tracé sur la figure ici dans le plan XY. Donc c'est une parabole qui passe par l'origine. On choisit un point X sur l'axe des abscisses auquel correspond un point M sur la parabole. Et on trace la tangente point M à la courbe x carré. Cette tangente est la componente le petit a. Qui correspond en fait à la dérivée de la fonction f lorsque dx tend vers 0. dx, c'est un accroissement sur l'axe des abscisses x. Ça veut dire on augmente x jusqu'à x plus dx. Et on trouve un autre point M sur la parabole, c'est le point M de x plus dx. La parabole et la tangente ne sont confondues qu'au voisinage de M. Plus loin, il y a un écart entre les deux. Cet écart n'est rien d'autre que le terme dx carré. Donc, on vient de déterminer graphiquement la différentielle de f comme la différence entre la valeur de la tangente au point x plus dx moins la valeur de la fonction au x. Alors, d'où f de x plus dx est égal à f de x plus dx lorsque dx carré tend vers 0. Ça veut dire que x plus dx est tout près de x parce que dx tend vers 0. Donc, c'est ça la définition graphique de la différentielle. C'est que la différentielle est égale à la différence de f de x plus dx moins f de x lorsque dx tend vers 0. Ça veut dire lorsque la tangente
et la courbe sont confondus. Alors, comme dans le sous-paragraphe I4.1 précédent, dans lequel on avait parlé de la différentielle d'une fonction à une seule variable, ici dans le sous-paragraphe I4.2, on va parler de la différentielle d'une fonction f à deux variables. Donc soit f de xy, une fonction à deux variables, xy de classe infinie. On appelle différentielle d'une fonction f de xy dérivable dans le domaine D inclus dans R2, la forme différentielle suivante. D de f est égal à f de x plus dx, virgule y plus dy, moins f de x, virgule y, et c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy. df est donc la différentielle totale exacte dte de f. On donne ici un exemple. Par exemple, le cas de la fonction f est égal à xy plus y carré plus cosinus x, y. On calcule les dérivées partielles par rapport à xy. Donc la dérivée par rapport à x, c'est y moins y sinus xy. Et la dérivée de f par rapport à y, c'est x plus 2y moins x sinus xy. La différentielle totale exacte dans ce cas-là, c'est df égale à y moins y sinus xy dx plus x plus 2y moins x sinus xy dy. Ici, on aborde un deuxième exemple. Dans ce cas-là, on va prendre la fonction d'état des gaz parfait. PV est égal à nRT. Donc si on veut calculer la différentielle de cette équation d'état, la D de PV, donc ça revient à dériver PV en premier par rapport au volume, dV, plus la dérivée de PV par rapport à la pression, dP, ou bien dériver uniquement l'expression nRT par rapport à la température des rangs T dt. Donc, après dérivation, la différentielle de PV est égale à P dV plus V dV égale aussi à NR dt. Dans l'exemple 3, on prend la même chose, la fonction d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. Et on exprime le volume comme une fonction de pression et de température. et c'est égal à nRT sur
P. On cherche à calculer la différentielle de V. dV est égal à d rond V sur d rond T à pression constante dt plus d rond V sur d rond P à température constante dP. Et ça nous donne nR sur P dt moins nRT sur P carré dP. Donc, ce qui veut dire que la dérivée partielle de V par rapport à T, c'est égal à nR sur P. Et on sait que nR, c'est PV sur T. Si on remplace nR par PV sur T, il va faire disparaître la pression et le résultat serait égal à V sur T. Donc c'est une relation très importante pour les gaz parfaits que d rond V sur d rond T à pression constante est égal au volume sur la température. De la même façon, la dérivée partielle du volume par rapport à la pression, c'est égal à moins nRT sur P carré, et on remplace nRT par PV, et il va nous rester moins V sur P. On obtient une deuxième relation importante pour le gaz parfait, c'est la relation entre la dérivée partielle du volume sur la pression est égale à moins V sur la pression. On va enchaîner après avoir vu les différentiels à une seule variable et la différentielle à deux variables par la différentielle à trois variables. Donc soit une fonction de x, y, z, une fonction de trois variables de classe C infinie. On appelle la différentielle de cette fonction dérivable dans le domaine D inclus dans R3 la forme linéaire suivante. df est égal à f de x plus dx, virgule y plus dy plus z, virgule z plus dz, moins f de x, y, z, et c'est égal à d rond f sur d rond x dx, plus d rond f sur d rond y dy, plus d rond f sur d rond z dz. Un exemple concret, c'est de prendre la fonction à trois variables, f égale à 4x plus 3y carré plus 4xy z. La dérivée partielle de f par rapport à x est égale à 4 plus 4yz. La dérivée partielle de f par rapport à y est égale à 6y plus 4xz. Et la dérivée partielle de f par rapport à z est égale à 4xy. Donc, la différentielle de f s'écrit 4 plus 4yz dx plus 6y plus 4xz dy plus 4xy dz. C'est une différentielle totale exacte. Une remarque qu'on va rajouter pour les fonctions composées. La différentielle dans ce théorème-là, la différentielle d'une fonction se conserve dans un changement de variable. Pour g de x, y, z, c'est égal à f
de U, V d'OV. Dans ce cas-là, la différentielle des deux fonctions sont identiques. D de G est égal à D de F. Donc la différentielle, c'est une fonction conservable. Il ne change pas si on change de variable.